Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Lynx FM 91.00. Bienvenue dans EI de Lynx. Nous sommes vendredi 30 mars 2018. Nous relançons le débat sur le comportement des agents des forces de maintien de l'ordre lors des manifestations de l'opposition à Conakry. Ces derniers temps, il faut le rappeler, beaucoup d'observateurs ont eu à dénoncer ce qu'ils qualifient de deux poids, deux mesures dans la gestion des mouvements socio-politiques dans la capitale guinéenne. En séjour récemment à Paris, Dr Sékou Kouressi Kondé, ancien ministre de la Sécurité sous-fait général Lansana Conté, a adressé une lettre ouverte à Alpha Condé. Par ses biais, il a tenu à attirer l'attention du président guinéen sur ces violences. Il a aussi proposé des solutions pour mettre fin à ces agissements. Pour mieux éclairer la lanterne de nos auditeurs sur cette lettre et évoquer d'autres sujets d'actualité, nous recevons Dr Sékou Kouressi Kondé, et le directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group, président de la CANEG, c'est la Convention nationale des acteurs non étatiques de Guinée, une organisation de la société civile guinéenne. Bonjour Dr Kondé. Oui, bonjour. En Guinée, ici, on a l'impression qu'au niveau de la société civile, Dr Sékou Kouressi Kondé est en train de se spécialiser sur les questions de sécurité, notamment la sécurité humaine, sur l'axe, surtout sur l'axe Amdalaï Bambeto Koza. Votre lettre que vous avez adressée récemment au président Alpha Condé en dit long sur ça. Qu'est-ce qui vous a motivé, Dr Sékou Kouressi Kondé? Eh bien, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'a motivé ou qu'est-ce qui me motive? Ce qui me motive, c'est d'abord la citoyenneté. Je me bats pour la promotion de la citoyenneté. Deuxièmement, ce qui me motive, c'est que, en tant qu'ancien ministre de la Sécurité, j'ai toute autorité, toute légitimité à suivre le développement, l'évolution de ce domaine crucial d'intervention de l'État. Je revendique un bilan en la matière. J'ai fait 30 mois de gouvernement et pas un seul cas de mort, même par balle perdue, que ce soit manifestation ou pas. Voilà un résultat qui, quand même si elle n'a pas été reconnue, mais que la police nationale a pu offrir à la Guinée, et c'est la même police qui vit encore aujourd'hui, malgré certains départs. Je crois en cette police-là, je crois en ses capacités, et je ne peux pas accepter qu'elle supporte la défaite, qu'elle soit victime d'un dysfonctionnement et victime d'un résultat qui n'honore pas la police nationale, qui n'honore pas la gendarmerie nationale, qui n'honore pas l'État guinéen d'une manière générale. D'autres raisons s'ajoutent à ça. L'injustice. Moi, j'ai connu l'injustice dans ce pays. Et lorsque vous avez connu quelque chose, vous êtes allergique à ça. Et il y a en fin de compte une dernière raison. Ce que le pays là m'a offert en tant qu'expérience, en termes d'expérience, de sacrifice, de parcours, et n'a finalement si vous voulez, d'intérêt que si je rends à ce peuple de Guinée, à cette nation, mon devoir de vérité. Et quand on a été responsable très jeune, on a été secrétaire général du Conseil national de la transition, ministre de la Sécurité, médiateur à un moment. Aujourd'hui, au plan africain, au plan ouest-africain, investir de la confiance de beaucoup de structures et beaucoup d'autorités, surtout en Guinée, ce que je dois, c'est la parole, c'est la vérité. Et j'invite les cadres guinéens à s'intéresser à la vérité, à s'intéresser à ce qui peut faire l'avenir de notre pays, à ce qui peut nous unir davantage. Et écoutez, le positionnement partisan, l'offre politique ethnique, le jugement partisan n'amène pas un pays au développement et à la paix. C'est l'objectivité, être capable de dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense en tant que Guinéen. Voilà ce que je recommande. Et alors la lettre pour nos auditeurs, quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce que vous avez dit au président de la République dans cette lettre? Et est-ce que vous avez eu un retour? Est-ce que vous avez eu l'impression que votre lettre a été lue par le président? Est-ce que vous avez eu une conversation autour de ça? Écoutez, je n'ai pas de conversation, je n'ai pas eu de conversation autour de ça. Je me suis exprimé à plusieurs niveaux. J'ai toujours pensé que les questions de sécurité humaine étaient un défi pour l'Afrique, pour la gouvernance en Afrique. Et particulièrement en Guinée, j'ai
eu l'impression que ces questions, aussi graves qu'on puisse l'imaginer, ou plus graves que l'on puisse imaginer, sont traitées de façon plutôt politique, ou ethnique, ou partisane, ce qui est très dommage. On ne peut pas me dire, et j'insiste là-dessus, que 94 morts sur un seul quartier, ou sur un axe, quand même dans la capitale, en pleine capitale, et que c'est un rien du tout. Non, 94 morts en 8 ans de gouvernement, ça veut dire 1 mort par mois. Donc chaque mois, il y a 1 mort. Et quel que soit ce que l'on penserait des populations et des jeunes de Bambeto Koza, on ne peut pas dire qu'ils se détestent tellement qu'ils achètent le fusil pour s'entretuer. On ne peut pas le dire quand même. Et quelle que soit la subjectivité dans laquelle on se positionnerait, le militaire guinéen, le gendarme guinéen sous drapeau qui est mort le 19 février dernier a été attaqué par des cailloux. Et malheureusement, il a succombé à ces blessures-là. Alors, comme ils disent, un seul mort au niveau de l'axe Bambeto Koza par caillou. Alors, plutôt c'est par balle. Et les balles viennent d'où? Alors, si le gouvernement pense que avec la prolifération des armes légères que nous constatons, que nous connaissons, et que ces armes légères sont beaucoup plus orientées vers ce côté-là, le gouvernement a la force, a les moyens, a les outils, a les instruments nécessaires pour faire des enquêtes par la cartographie et par l'investigation et situer directement les responsabilités. Je me suis exprimé par conférence de presse. Je me suis exprimé sur les télés privées et publiques. Je me suis exprimé par écrit, par tous les moyens, et je me suis rendu compte qu'il y a une forme d'injustice flagrante sous nos yeux et que les gens, quand même, une vie humaine est précieuse. C'est quand une famille perd un de ses membres, il a perdu l'essentiel. Et ce qui se passe, c'est que les Guinéens ne mesurent pas l'évolution de la courbe de cette violence. Au début, c'était pour empêcher les gens de circuler. Ensuite, c'était pour s'attaquer aux personnes qui circulent. Et puis troisièmement, c'était pour réagir par rapport à la présence des forces de l'ordre. Avec l'accumulation des victimes, nous allons passer à une autre vitesse, qui n'est pas du tout politique. Les gens vont commencer à venger leurs morts. Dans ces conditions-là, ça ne sera plus politique, ça ne sera plus ethnique, ça sera une sorte de guérilla urbaine. Donc, difficile à canaliser. D'amorce de guerre civile. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle le support. Donc, lorsque ta famille ici est victime, ta famille à Kourza ou à Pita ou à Koundara s'associe à ça. Nous avons connu ça pendant la guerre du Libéria et pendant la guerre de la Sierra Leone. Moi, j'ai connu ça, j'ai géré ça, j'ai combattu ça. Je ne peux pas laisser aller sans dire un mot. Alors, lorsque vous écrivez dans cette lettre ouverte que le peuple de Guinée, le peuple guinéen sait que les hommes et femmes sous drapeau n'agissent pas de leur propre initiative, qu'ils ne font qu'obéir aux ordres, et c'est là où se trouve le vrai dilemme. Ne rejoignez-vous pas ceux qui accusent le chef de l'État d'être à la manœuvre de toutes ces violences, et certains autres cadres de la gendarmerie, de la police, d'être vraiment derrière tout ce qui se passe actuellement comme violence? Moi, j'ai pris ma part de responsabilité. Je ne donne pas de leçons, je n'ai pas le monopole de la vérité. Je dis ce que je ressens. Je pense qu'avec 94 jeunes Guinéens morts à Conakry, il est important que le président de la République réagisse par compassion et par autorité. Si ce n'est pas fait, ça ne peut qu'aggraver une situation qui peut porter préjudice à la paix et à la cohésion sociale dans notre pays, premièrement. Et deuxièmement, c'est le président de la République qui est élu. C'est le président de la République qui est le garant de la Constitution. C'est lui le garant de la loi de la magistrature dans notre pays. Lorsque une situation perdure pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 8 ans, il est important que celui qui est élu par le peuple puisse en tenir compte. Et pour qu'il en tienne compte, puisque personne ne t'appellera en Guinée pour te dire « Oh, ben ce que tu as félicité le président hier, c'était bien. Oh, tu as loué le président hier, c'était bien. » Mais dès que tu dis quelque chose qui ne plaît pas, automatiquement, je suis sûr que le président est au courant. Et il faut que le président, je crois,
accepte de recevoir des gens, des personnes, simplement pour écouter. Parce que nous ne sommes pas comme en Europe, où tous les membres du gouvernement, ou la plupart des membres du gouvernement sont des élus. En Afrique, cette pratique républicaine n'existe pas. Donc il n'y a pas de proximité entre les ministres, les hauts fonctionnaires et les populations. Sauf en période électorale, on envoie malheureusement, je dis bien malheureusement, chacun dans son village et dans sa ville pour faire campagne, une manière d'institutionnaliser l'ethnocentrisme et qui favorise encore une fois la division. Je m'adresse au président de la République. Je pense que c'est lui le premier magistrat de ce pays, c'est à lui d'intervenir. 94 morts dans un seul pays, dans une seule ville, dans un seul quartier, c'est quand même grave. Et quel type d'intervention justement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut, comment il doit intervenir face à ce problème que les gens qualifient de drame national? Lorsque vous écoutez les officiers qui interviennent dans ces zones-là, ils disent: nous ne recevons pas d'ordre d'une autre personne. Nous écoutons notre hiérarchie. Et de quoi s'agit-il? Moi, j'étais ministre de la Sécurité. Je sais qu'un homme en uniforme, un homme sous drapeau, est assermenté. Sauf s'il y a affolement. Et dans ce cas d'espèce, il y a affolement. C'est-à-dire que les mêmes personnes envoyées sur le même chantier ou dans le même dispositif, sur le même terrain, plusieurs fois, avec des cailloux qu'ils reçoivent, des provocations, et eux, ils sont armés. Donc, par affolement, ils peuvent réagir. Et même ça, c'est condamnable parce qu'on les a donné des munitions. On les a fourni des munitions. Il faut éviter ça, il faut être conventionnel. Moi, je pense que l'État a une très grande responsabilité dans la non-sécurisation des biens et des personnes. Et il faut arrêter parce qu'il y va de l'existence même de notre pays. Nous sommes entourés de 7 autres pays. Nous sommes ouverts sur la mer. Nous avons des atouts qui attirent des appétits. Nous sommes convoités, nous sommes observés et même surveillés. Si nous ne sommes pas capables de nous unir sous un État fort et présent dans le respect de la loi, ma foi, ce que nous laisserons aux générations futures n'est pas garanti. Docteur Sékou Kourissi Kondé, directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group, avec nous dans AI2. Alors vous parlez de ces armes non létales dans le maintien d'ordre à Conakry, un peu partout en Guinée, mais il a été constaté lors de ces dernières manifestations quand même l'intervention par-ci par-là des donzos qui sont armés. Docteur Sékou Kourissi Kondé, et on a eu des hauts responsables du RPG Arc-en-Ciel qui ont reconnu que ces donzos sont des citoyens guinéens et ils seraient même des militants du RPG Arc-en-Ciel. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de prêcher dans le désert? Écoutez, moi, c'est l'État qui m'intéresse. Et c'est la République qui m'intéresse. Je ne connais pas de donzos. Je connais la police, je connais la gendarmerie, je connais l'armée républicaine. Le président de la République a été élu et assermenté. Et sur ces bases-là, pas sur la base de donzos. On ne nous parle pas de donzos. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour le maintien de l'ordre et de la quiétude sociale. Moi, je pense que c'est ce qui est important. Les Guinéens aiment aller à l'envers des choses, des débats qui ne portent pas, qui n'ont aucune raison d'être. Vous me voyez, ancien ministre de la Sécurité, professeur, enfin, enseignant de prévention et résolution de conflits, parler de donzos? Non, non, non. Je veux parler... Il constitue quand même une sorte de menace à la paix sociale. C'est un dysfonctionnement de l'État. C'est un manque de responsabilité qu'il faut absolument et immédiatement corriger. Lorsqu'on parle de l'ordre public, on parle des forces paramilitaires. On ne parle même pas de l'armée. On parle de la police et de la gendarmerie. Lorsque la police et la gendarmerie, qui sont des citoyens comme nous, qui sont nos frères, nos sœurs, nos enfants et peut-être nos grands frères, lorsqu'ils interviennent et que cela va mal, c'est à nous de le dire, surtout à la société civile, d'interpeller. Je vois bien le ministre de la Sécurité, je vois bien le général de la gendarmerie s'exprimer sur ces questions-là, ça me ferait plaisir. Si tel n'est pas le cas, j'invite le président de la République à mettre un holà à la tuerie qui sévit dans cette partie de la Guinée. C'est en Guinée qu'on parle de ville morte. C'est en Guinée qu'on parle de manifestation pacifique. La manifestation est pacifique par essence, parce qu'elle est autorisée par la Constitution. L'opposition même est autorisée par la Constitution. À supposer aujourd'hui que la cellule d'Alain Diallo et tous ceux qui l'entourent disent, oh écoutez, nous ne sommes plus opposants. Qu'est-ce que le professeur Alpha Condé va devenir? Comment on va le regarder?
Donc ce sont les personnes, des hommes et des femmes, qui se sacrifient pour valoriser le schéma démocratique, l'œuvre démocratique, le mécanisme démocratique. Alors, les traiter mal, c'est traiter mal la démocratie. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est pourquoi le dialogue est l'utile instrument, est l'unique instrument de règlement de nos différends. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas le dénigrement, ce n'est pas le mensonge, ce n'est pas la rumeur, ce n'est pas l'ethnie. C'est la Guinée qui compte. Alors, au moment même où vous avez écrit au président Alpha Condé, et le ministre Rachid Ndiaye de la communication était sur TV5, il a accusé l'opposition d'entretenir des groupuscules armés qui tuent, selon lui, ses propres militants. Et quelle lecture faites-vous de cette autre sortie? Je n'ai pas compris. Il y a deux choses. Premièrement, la mort de ces jeunes Guinéens, c'est comme ça que je vois a priori, de ces adolescents guinéens, est de la responsabilité de l'État guinéen. Quel que soit El Seydou Léon Diallo aujourd'hui, quel que soit Faya Milimono aujourd'hui, quel que soit Lansana Conté ou Sidia Touré ou un autre aujourd'hui, ou Kourissi Condé, nous sommes de simples citoyens face au professeur Alpha Condé. Il est le chef de l'État. Et c'est à ce titre que nous l'interpellons. Alors, lorsque un membre du gouvernement, qui n'est pas forcément spécialiste ou spécialisé, qui n'a pas vocation à expliquer des questions de sécurité, s'expose ou exporte notre guerre civile des paroles, parce que nous sommes dans une véritable guerre civile des paroles, et sur l'espace international, je pense que c'est un dérapage. On ne peut pas dire que les gens, les hommes et les femmes de l'opposition se détestent tellement qu'ils achètent des armes pour s'entretuer et que le résultat, c'est 94 morts à Bambeto et à Kouza. Non, 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 non. Ce n'est pas un bon terrain d'explication et de justification. Je connais M. Rachid Ndiaye, c'est un très très bon journaliste, c'est un très très proche du professeur Alpha Condé, mais la Guinée a évolué, le Guinéen a mûri. Aujourd'hui, on ne peut pas nous servir le mensonge. On n'acceptera pas. Et dans ce contexte de violence politique, il y a eu l'incendie du marché de Madina et il y a beaucoup de zones d'ombre encore concernant l'origine de ce brasier. Qu'est-ce que vous en pensez? Un incendie, je ne connais pas les réponses ou les suites des enquêtes. J'ai côtoyé et pratiqué tous les chefs d'État que la Guinée a connus, de mon adolescence à nos jours. Celui qui me connaît certainement le moins, c'est le professeur Alpha Condé, mais que j'observe avec beaucoup d'intérêt. Et pour tout l'ordre du monde, il ne donnera pas l'ordre d'aller incendier Madina. Je pense qu'il ne le fera pas. Je ne pense pas que cela soit prémédité ou calculé. Moi, j'essaie d'être objectif tant que faire se peut. Je peux me tromper, mais je ne trompe pas. Donc, je dis, cet incendie est regrettable. C'est vrai qu'il y a eu des précédents. Donc, qui amènent les gens à conclure à une telle manifestation, donc à une telle réaction. Mais à mon humble avis, ce n'est pas prémédité, ce n'est pas calculé. Mais j'attends les résultats de l'enquête. Dr Sekou Kourissi Condé, directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group, avec nous dans Œil de Lynx. Aboubakar. Alors nous sommes dans un contexte de crise. Au moment même où vous vous exprimez dans ce studio, l'opposition continue ses manifestations pour exiger les vrais résultats des communales. Ces marches pourraient reprendre le 5 avril, juste après la fête de Pâques. Comment trouvez-vous cette autre situation? Je trouve regrettable que l'opposition guinéenne n'ait de recours, ou ce qu'on appelle de porte de sortie, ou de moyens de se faire valoir qu'à travers les manifestations. Et ce sont ces manifestations qui portent la violence. Et ce sont ces manifestations qui bloquent le fonctionnement normal de la société. Et pour celui qui sait que ça ne va pas bien en Guinée, le Guinéen, à la base, ne se sent pas très bien aujourd'hui. Donc, quelles que soient les raisons d'une manifestation, il y a beaucoup de personnes qui s'associeront à ça. Parce qu'il y a le mal-vivre à la base. Donc, cette réalité-là doit nous préoccuper. Ce n'est pas la personne du professeur Alpha Condé que nous voyons, mais c'est l'histoire de la Guinée dont il est aujourd'hui partie prenante et à
à mains égards représentants et représentatifs. Mais l'opposition nous a rencontrés, société civile. Ils nous ont démontré les fraudes, preuves à l'appui, pièces à l'appui. Et qu'est-ce qu'il faut faire? À qui vont-ils s'adresser? À qui doivent-ils s'adresser? Je m'attendais à la bonne parole des juridictions pour répondre à cette inquiétude-là. Si cela n'est pas fait, que l'opposition veuille manifester pour montrer son mécontentement, je comprends. Mais je demanderai à l'opposition de surseoir à cette façon de réagir pour qu'ensemble, nous puissions trouver la meilleure moyen. Je n'ai pas le génie de trouver aujourd'hui le meilleur moyen, je veux dire. Je n'ai pas le génie de trouver ce meilleur moyen parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a pas d'écoute, qu'il y a des promesses non respectées, qu'il y a des engagements non tenus. Et finalement, il y a une crise de confiance entre l'État et les citoyens, entre les partis politiques et les citoyens, entre les institutions et les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats et les partis politiques. Nous, société civile, avons mission et vocation de reprendre, à travers le dialogue et les consultations, et de reprendre ces négociations de façon globale et faire en sorte que l'opposition puisse se faire respecter, puisse se faire entendre sans forcément avoir recours à la manifestation de rue. C'est ça justement, le chef de file de l'opposition a dit que le seul moyen de pression dont il dispose, et malheureusement, face à un État qui ne respecte pas ses engagements, que c'est bien la rue. Malheureusement, c'est vrai. Il a dit que c'est malgré lui aussi qu'il va dans la rue, mais il n'y a pas un autre moyen de pression. Moi, si vous me mettez un peu à ma place, moi je suis très gêné, quelque part, de voir des personnalités qui ont dirigé ce pays. Des personnalités qui se connaissent. Des personnalités qui, d'une certaine manière, ont en commun et en partage des niveaux de gestion de dossiers de l'État guinéen. Écoutez, se disputer tout simplement parce qu'ils ne sont pas du même parti politique. Nous avons une sorte d'influence partisane. Une influence partisane qui crée de la méfiance et puis on ferme les yeux sur la vérité. C'est-à-dire que même quand l'autre a raison, mais du fait qu'il ne soit pas dans le même parti que toi, tu es obligé de dire qu'il a tort. Et puis tu es obligé d'inventer quelque chose pour prouver qu'il a tort. Moi, je ne me positionne pas comme ça. Je souhaite que ce que l'opposition dit soit reconnu, tout simplement reconnu par les juridictions pour dire, écoutez, il y a eu mal donne, il y a eu dysfonctionnement, il y a eu ce malaise-là. Et par conséquent, nous allons prendre des dispositions à l'avenir parce que la vie démocratique est une série d'élections et d'élections et d'élections. Donc on ne s'arrêtera pas à cette élection communale. On reconnaît les difficultés, mais liées aussi aux accords politiques entre la mouvance et l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition et la mouvance sont en train de gérer ce qu'ils nous ont imposé contre la volonté de la société civile, finalement. Avec nous dans œil de Lynx, Dr Sékou Kouressi Kondé, directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group. Nous marquons une petite pause, on se retrouve juste après, rester sur Lynx FM 91.00. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 avec nous dans œil de Lynx, Dr Sékou Kouressi Kondé, président de la Convention des acteurs non étatiques de Guinée, directeur exécutif de l'ONG African Crisis Group à Boubacar. Alors, n'est-ce pas tout de même permis, parce que actuellement il y a beaucoup de démarches selon des observateurs qui ont été entreprises par les médiateurs de la République pour ramener justement pouvoir et opposition à des meilleurs sentiments. Est-ce que vous pensez que c'est là une voie de sortie de crise? Oui, bien entendu. Toute démarche, toute initiative de nature à amener la compréhension mutuelle, à favoriser la compréhension mutuelle et l'apaisement est à saluer. Donc le médiateur de la République, par essence, est chargé de gérer les contentieux, enfin, d'appliquer la justice douce entre l'administration et les administrés. Mais c'est vrai qu'il peut s'autosaisir pour la paix et la quiétude sociale dans différents domaines et sur différents chantiers. Et d'autres disent qu'une éventuelle rencontre à Alpha Selou pourrait apaiser ce climat politique actuel. Est-ce votre sentiment? Non, ce n'est pas mon sentiment. J'ai toujours souhaité que la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le chef de l'État
soit la dernière étape d'un processus, d'un mécanisme. Que les techniciens puissent se rencontrer autour du Premier ministre, puisque c'est lui qui a charge de la gestion du dialogue social, parce qu'à ce niveau, on parle de dialogue aussi, de dialogue sociopolitique. Donc que les techniciens des deux côtés puissent travailler et aboutir à des conclusions qui seront paraphées, réexaminées par le sommet, par le chef de l'État, en présence du chef de file de l'opposition. Mais, écoutez, aller se saisir, se serrer la main devant les photographes et les caméras, pour reprendre les manifestations une semaine après, on a vécu ça à répétition. Il faut sortir de ça. Il faut que, techniquement, que l'État fonctionne. Vous savez, le problème des pays africains, c'est que nous n'avons pas notre État. C'est la société qui produit son État. Et nous avons copié un État. Et en copiant ce modèle d'État, nous avons pris ce qui nous arrange et nous avons laissé ce qui nous dérange. Ce qui nous dérange, ce sont les exigences de la citoyenneté. Moi, je pense encore une fois, oui, M. Cellou Dalein Diallo et le professeur Alpha Condé peuvent se rencontrer en d'autres circonstances. Mais lorsque c'est sur la base des revendications précises, il faut que ces revendications soient techniquement examinées en associant même des personnes de la société civile. Donc, je ne parle pas que des organisations de la société civile, je parle de l'ensemble de la société guinéenne, toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, les forces vives du pays. Écoutez, on dira à Zokaba, à Boubacar, écoutez, on vous associe à la réflexion sur cette question et que cela aboutisse à la rencontre au plus haut niveau. Mais le problème, hein, Boubacar, le problème c'est que il y avait cette initiative de voir comment récompter les voix sous la base des procès-verbaux détenus par l'opposition républicaine au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Le processus est arrivé jusqu'à une certaine étape et puis ça a été bloqué puisque la CENI est revenue à faire volte-face, dire non, les tribunaux ont déjà jugé les résultats, nous ne pouvons pas revenir sur ces résultats. On ne cessera jamais de tirer les leçons des élections du 4 février. Parce qu'à l'origine, il y a eu mal donne. C'est une innovation. Cette forme d'ingérence du politique dans la vie locale bouscule nos traditions et même nos valeurs. Donc, moi j'attends de la classe politique, du personnel politique, qu'il réfléchisse sereinement aux voies et moyens pour corriger ce dérapage-là. Parce que ça modifie beaucoup de choses. Et lorsqu'on a une expérience qui marche mal, il faut savoir tirer les leçons. Dans ce cas précis, c'est la justice. C'est la justice qui est en première ligne. Il ne s'agit pas de dire oui, nous sommes la justice, nous sommes propres. Oui, nous, ce n'est pas notre responsabilité. Non, non. Il faut aller au cas par cas pour dire, nous avons examiné le dossier de Matoto, voilà ce qu'il en sort. Nous avons examiné le dossier si vous voulez, de Kindia, et voilà ce qui se passe. Donc, le peuple, les populations ont droit à l'information et au détail. C'est ce détail-là qu'on ne nous donne pas. Donc, si on ne nous donne pas des explications en détail, nous avons l'impression, en tant que citoyens, que entre l'administration et le gouvernement, entre la politique du parti majoritaire et le gouvernement, entre le président et les institutions, vraiment il y a un mélange qui nous dépasse. Alors, il faut nous sortir de ce doute. Il faut nous sortir de cette hésitation, il faut nous sortir de ce sentiment-là pour dire objectivement, au cas par cas, voilà ce qui n'a pas marché et voilà ce qui a marché. Mais monsieur le ministre, est-ce que c'est pas aussi, si le président s'ingère, s'il fait des incursions dans ces stratégies de négociation, des incursions tous azimuts, est-ce que ce n'est pas aussi le fait que le Premier ministre, qui est en charge du dialogue social, n'assume pas? Parce qu'il a dit qu'il va chercher un gouvernement à l'écoute de la minorité. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être c'est parce qu'il n'a pas un Premier ministre aussi qui s'affirme dans ce domaine-là qu'il opère ses incursions? Moi, je n'ai pas été membre du gouvernement du professeur Alpha Condé. Je ne compte pas l'être non plus. Ce n'est pas ma vocation, en tout cas jusqu'à bénéfice d'inventaire. Mais je pense que c'est un peu le tempérament du président. C'est-à-dire que lorsqu'on est touche à tout, on ne touche plus à grand chose finalement parce qu'on ne va pas en profondeur. Il faut responsabiliser les gens.
il faut que les gens soient capables de prendre des initiatives sans hésiter et sans avoir peur. Il faut qu'ils en aient les moyens pour ça, selon les priorités. Et si tel n'est pas le cas, et si vous pensez que vous allez avoir un coup de fil du président, ou bien vous serez interpellé, vous serez appelé, cela peut créer de la lenteur, cela peut créer des difficultés dans les réactions spontanées d'un haut cadre. Parce qu'un ministre est par essence éminemment politique, il faut le reconnaître. Mais il y a quelque chose de plus grave. Nous avons connu le parti État sous la Première République. Nous avons connu presque le parti État sous la Deuxième République. C'est-à-dire que tu es membre du PIP ou tu ne l'es pas. Moi, je n'ai pas été membre du PIP, j'étais ARENA. C'est ça, j'ai revendiqué ça et j'ai maintenu ça. Mais malheureusement, sous la Troisième République, nous avons la même impression. C'est-à-dire que lorsque tu es du parti majoritaire, tu es un peu plus à l'aise dans l'administration que lorsque tu ne l'es pas. Ensemble, corrigeons ces imperfections. Ensemble, corrigeons ces dysfonctionnements. Comment? Mais écoutez... L'étatisation ou la politisation de l'administration, comment ça va se corriger? Dans le contexte guinéen, ce qui est plus grave, c'est que le politique est quelque part ethnique. Donc, la politisation de l'administration crée de l'exclusion d'une autre administration. Donc, c'est tellement grave et c'est tellement sérieux que la beauté de la Guinée qui réside dans son pluralisme, dans ses belles différences, dans sa beauté naturelle dans la diversité, est bousculée par un sentiment d'appartenance politique et un sentiment de lien ethnique. Notre génération ne pourra plus gagner ce combat. Il appartient aux plus jeunes de prendre conscience de ce phénomène parce que la Guinée peut être le plus beau pays d'Afrique à condition qu'il y ait l'unité nationale. Parce qu'il y a des observateurs qui font remarquer que sur le plan administratif, on a l'impression qu'il y a que la mouvance présidentielle justement qui gère le pays au détriment des trois autres composantes de la nation. Et sur le plan politique, il y a deux blocs qui se sont accaparés de l'échiquier politique au détriment de deux autres blocs, de deux autres communautés ethniques de la Guinée. Donc il y a ce problème qui se regarde, l'ethnie et l'administration. Il faut rassurer les citoyens. Il faut faire en sorte que le débat politique, que l'offre politique, que les propositions politiques ne soient pas basées sur des considérations d'intérêt. C'est-à-dire que si tu fais ça, voilà ce que tu vas gagner. Et il faut dire aux gens, si tu votes pour tel, voilà ce que le pays va gagner. Il faut aller dans ce sens-là. Les argumentaires doivent être objectifs. Ils doivent refléter les soucis des populations. Est-ce que vous savez pourquoi, à la moindre manifestation, la moindre formule de manifestation devient des manifestations? Des étincelles. C'est parce qu'il y a un mécontentement à la base, généralisé. C'est ce qu'il faut analyser, étudier et remonter à la plus haute autorité pour qu'ils puissent envisager des solutions idoines. Si tel n'est pas le cas, si le dialogue même entre les partis politiques n'est pas sain et le fonctionnement des institutions n'est pas renforcé, naturellement les élections se tiendront dans des conditions difficiles. Premièrement, nous serons dans une série de reports dont la Guinée a la mauvaise tradition de reporter, et premièrement. Ou deuxièmement, encore une fois, on ne va pas numériser, c'est-à-dire que la version électronique du traitement de l'information électorale sera bannie ou sera refusée par les partis politiques. Ça va ralentir la capacité de réaction de la CENI. Il y a tellement de dysfonctionnements, tellement de difficultés, il faut reprendre tout ça. Je suis heureux de constater qu'au niveau des organisations de la société civile, il y a une sorte de répartition des rôles, de répartition des thèmes qui est en train de se développer. Et cela va nous permettre de faire des propositions. Docteur Condé, bonjour. Qu'est-ce que vous dites lorsqu'un gendarme est tué par les manifestants sur l'axe Bambeto-Koza? C'est Ibrahima Khalil Kaba qui vous envoie cet SMS. Mais je condamne. J'ai condamné avec vigueur et fermeté. J'ai dit tout simplement que l'adjudant-chef Souma a été victime d'un projectile et malheureusement, et je vais même plus loin, moi j'ai perdu
un beau-frère, enfin un gendre, de la même manière. Il était sur une moto, il partait à Mafréa, il a pris un caillou sur la tête et il en est mort. Là, je le regrette. Moi, je parle de la vie humaine, la protection de la vie humaine. Mais en revanche, on ne va pas me dire que les Guinéens, les jeunes Guinéens vivant à Bambeto Koza s'aiment tellement ou se détestent tellement qu'ils vont prendre des fusils pour s'entretuer entre eux. Mais je ne suis pas d'accord. On ne peut pas présenter ça comme ça. C'est la responsabilité de l'État. S'ils ont des armes, c'est la responsabilité de l'État. S'ils n'ont pas d'armes, c'est encore la responsabilité de l'État. S'ils tuent, c'est la responsabilité de l'État. S'ils sont tués, c'est la responsabilité de l'État. Je pense que là, la réponse est claire. N'essayons pas d'être partisans ou pas, soyons Guinéens et citoyens tout court. Vous avez fait 30 mois, vous l'avez dit, à la tête du ministère de la Sécurité, sous feu général Lansana Conté. Il n'y a pas eu une goutte de sang d'un Guinéen qui est tombé. Alors, et quelle était la stratégie que vous mettez? Parce que c'était quand même un moment de turbulence aussi entre le RPG et le PUP. Comment alors avez-vous réussi à cette prouesse justement? La première chose que je regrette, et c'est ça, un auditeur a voulu nous faire rentrer dans ce débat, c'est le mensonge. C'est-à-dire que lorsque vous ne partagez pas une position, une réussite, vous l'accablez de fake news. Oh, c'est Kourissi Kondé, il a arrêté Alpha Condé, alors, etc., etc. Mais de quoi s'agit-il? Ce n'est basé sur rien, ce n'est fondé sur rien. Tous les acteurs sont là, tout le monde est là. Cette question ne m'intéresse plus. Il y a 20 ans de cela. C'est-à-dire que ça s'est passé il y a 20 ans. Les Guinéens vivent d'autres choses. Je suis en train de parler de 94 morts dans un seul quartier. Ça, c'est gravissime, c'est réel et c'est clair. Vous comprenez? Nous étions confrontés à la guerre au Libéria. Nous étions confrontés à la guerre en Sierra Leone, en même temps, à l'immigration massive. Ce que j'ai fait en priorité, c'est la dissuasion. Montrer nos forces pour ne pas avoir besoin de les utiliser. Et la police avec moi, la gendarmerie aussi à l'époque. Et nous étions tous conscients du fait que la priorité des priorités, c'était la protection de la vie humaine. C'était l'utilisation de la police civile pour cueillir et traiter les informations à temps réel. Et c'était donner les moyens à la police de communiquer au maximum pour alerter. Voilà la première chose. La deuxième chose, je vais vous surprendre. Nous n'avons pas commandé de munitions. À l'époque? À l'époque, nous n'avons pas commandé de munitions. Il n'y avait pas de gaz lacrymogène. Et les citernes à eau chaude, ça c'est récent. Je ne sais pas si ça brûle ou comment elle fait. Nous avons eu à la dernière minute, donc en 99, les canons à eau. Mais nous avons plutôt, à l'époque, et je salue ces héros, les policiers, ces officiers de maintien d'ordre, beaucoup d'entre eux sont ici aujourd'hui, encore en fonction, non utilisés ou mal utilisés, mais beaucoup sont au plan international. Bafoué à l'époque était dans des services de sécurité, maintien d'ordre Antoine Camara? Non, j'ai connu M. Bafoué lorsqu'il était garde-corps du ministre Moussa Sampil, ensuite à côté de moi pendant quelques mois. Et écoutez, il y a beaucoup de générations avant lui. Il y a des officiers encore qui sont aujourd'hui et que j'appelle à la responsabilité. C'est-à-dire que la police guinéenne a du potentiel. Cette sorte de méfiance entre le gouvernement et la police, entre les présidents et la police, fait du tort à la fonction du policier, au statut du policier. Pensez-vous que si vous étiez aujourd'hui ministre de la Sécurité ou demain, ces violences vont cesser? Je n'en sais rien, parce qu'il y a beaucoup de policiers compétents que je connaisse. Nous n'avons pas la plus pauvre police du monde. Et je vais vous parler de Kokouma Diallo, qui est au Zaïre, que j'ai rencontré, qui était conseiller du ministre de l'Intérieur. Le colonel Ablaye Bari, qui est aujourd'hui à Madagascar, c'est un officier supérieur de la police des Nations Unies. Et beaucoup d'autres, un autre policier qui vient de rentrer, qui était à Interpol à Lyon, et qui est un garçon formidable. Même Mramani Sissé, qui est encore conseiller auprès du président, il fut un grand policier international. Et Sekoumara, le colonel Sekoumara, qui était jusque-là directeur général des services de police, et bien d'autres personnes, nous avons des cadres compétents. Nous avons des policiers compétents et des gendarmes
aguerri, réfléchi. Moi, j'étais secrétaire général, encore une fois, du Conseil national de la transition. J'étais initiateur du comité ad hoc, c'est-à-dire le comité qui a mis en place la rencontre entre la junte militaire, les techniciens militaires, gendarmes et policiers et les forces vives. J'ai découvert de l'intelligence, de la compétence et des diplômes au niveau des forces paramilitaires. Pourquoi on ne les utiliserait pas aujourd'hui? Pourquoi on laisserait ces gens porter dans l'histoire la responsabilité de plusieurs morts? Et personne ne bouge. Et ils répètent la même chose. La société civile dit non, et moi, je porte la paternité de cette rivalité. Et quand vous disiez... oui, je voulais vous demander, dans l'utilisation de ces armes non létales, même moi actuellement, est-ce qu'il revient à un policier de prendre... il va m'aider, de prendre des cailloux et de les jeter sur des manifestants? Écoutez, ce qui se passe sur l'axe Bambeto-Koza sort de normes. Nous ne sommes pas dans la vie classique, dans le fonctionnement classique du maintien d'ordre. Il faut absolument que le gouvernement révise ça. C'est ce qu'on demande. Sinon, ça va créer de la gangrène. Ça va se cancériser. Ça va se généraliser. Nous connaissons ce phénomène de contagion. En un certain moment, un mort, c'est beaucoup. Maintenant, vous êtes à près de 100 morts. Moi, je dis, je ne vais pas aller sur les radios internationales ou sur les télé internationales pour justifier. Je m'adresse au président de la République. C'est lui qui est élu. C'est sa voix qui compte. Et c'est sa voix qui protégera. Je posais la question parce que j'ai des photos. J'ai vu des policiers avec des enfants sur ces taxes, mais avec des frondes. Caillou contre caillou. Oui, et qui sont, ça c'est pas quelqu'un qui m'a dit, ils sont rentrés dans le quartier, ils ont renversé des marmites. C'est dommage. J'ai dit, le maintien d'ordre ne se fait pas dans la concession de quelqu'un. Ou dans la marmite de quelqu'un. Non, ce n'est ni dans les missions, ni les obligations. Aujourd'hui, vous avez parlé du général Bafoué, qui a quand même, qui est à la tête d'une compagnie, c'est-à-dire qui a une très grande responsabilité, et certainement qui a accumulé beaucoup d'expérience par rapport à la gestion des affaires publiques. Alors, ceci dit, jusqu'aujourd'hui, il se réfère aux instructions. C'est ça la beauté. La discipline qui instruit. Alors, la question est de savoir, et c'est ça qui est embêtant, et qui instruit? Parce que c'est le ministre Ibrahima Sory Diaby qui a créé le premier groupe de la CMS, les forces d'intervention. Et ça, c'était en 1987. Et 20 ans après, en la faveur du mouvement social, les jeunes ont commencé à réagir sur l'axe Bambeto-Koza. Et qui a été encouragé par tous les partis politiques de l'opposition à l'époque, jusqu'à une date récente. Aujourd'hui, on veut faire de ces réactions de mécontentement, d'abandon et d'exclusion une réaction politique ou ethnique. Non. Moi j'ai vu puisque partout dans le monde il y a des manifestations. J'ai vu en France des jeunes, des gens qui manifestent, mais ils viennent jusqu'au niveau des CRS, ils les frappent, ils tapent même sur les boucliers, mais tu vois le policier il est là, il est arrêté, parfois il ne réagit même pas. Il lance des mots, le policier dit attention, si vous continuez, il y a si. Je ne sais pas si on enseigne à nos agents de maintien d'ordre ce genre de comportement. Attention, la police peut interpeller des manifestants. Il y a des lois, des gardes à vue. Mais la police ne doit pas tuer. C'est pas l'interpellation. On interpelle. Et puis, écoutez, qui on interpelle? Sur quelle base on interpelle? Quels sont les avocats qui interviennent? Sur quelle base ça se fait? Je dis que notre pays est fragile, est fragilisé par beaucoup de facteurs de pauvreté, beaucoup de facteurs, l'école, la vie des familles. Il faut faire attention. Il faut veiller à ce que les Guinéens se sentent Guinéens tout court et respectueux des lois. Il faut que l'autorité de l'État revienne. Il faut que les responsabilités de l'État soient assumées de façon impartiale. Ça va être dur, mais chacun de nous accompagnera l'État et le gouvernement dans ce travail-là, si telle est sa volonté politique. Aboubak, sur Facebook. Alors, vous avez dit que vous n'aviez pas de munitions. Vous voulez parler des armes létales ou bien vous disposiez d'un stock de gaz lacrymogène et de canons à eau? Vous en disposiez à l'époque? Il y a des armes conventionnelles. Vous aviez des armes conventionnelles? Oui. Les canons à eau, les gourdins, et le gaz lacrymogène sont conventionnels, à condition bien entendu que les étapes
Mais les cailloux ne sont pas conventionnels. Mais pas du tout. Non, ça, il l'a dit. Mais pas du tout. Pas du tout. Surtout lorsque les cailloux sont utilisés par nos hommes, et je pense que ce n'est pas la solution. Écoutez, ça peut faire rire un moment, mais ça ne fait pas rire toujours. On n'apporte pas de cailloux pour lorsque vous abordez une famille endeuillée et qu'il pense à la manière dont son fils ou sa fille a été tué, ça fait de la peine. Et moi, je ne veux pas que cela continue. Je pense qu'il faut faire intervenir tous les mécanismes traditionnels, tous les mécanismes sociaux, religieux, pour amener ces hommes et ces femmes à savoir qu'ils sont Guinéens avant tout et qu'ensemble, nous devons vivre et travailler ensemble. Avec votre permission, ces canons à eau, et à quelle température est réglée l'eau est-ce que c'est... Parce qu'il faut aussi savoir si l'eau la brûle,